Cet épisode est sponsorisé, même si en vrai, pas vraiment, par Exographeur. Alors déjà en vrai, non, hein, cet épisode n'est pas sponsorisé. Je veux dire, c'est pas une collaboration commerciale, j'ai pas été payé pour ça. On m'a même pas poliment demandé de le faire, quoi. Mais je fais cette pseudo-pub maintenant pour une raison qui va vous sembler évidente dans quelques secondes. Exographeur est un jeu dit Metroidvania développé avec des gens du CNRS. Le jeu est imaginé par Raphaël Granier de Cassagnac qui, outre être un auteur de science-fiction, est également un chercheur en physique des particules. Et alors, je vous spoil rien du jeu, mais en gros, le pitch, si vous voulez, l'histoire consiste à reconstituer le modèle standard des particules. Redécouvrir l'électron, le photon, les quarks, etc. Le tout donc dans une ambiance Metroidvania. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et ouais, je fais des parenthèses pendant la pseudo-sponsor. Tu vas faire quoi? Un Metroidvania est un type de jeu vidéo d'action qui doit son nom à Metroid et à Castlevania. Metroidvania. Et le principe, en gros, c'est un monde complet qu'on peut traverser en long, en large, en travers, mais dont certaines parties sont inaccessibles tant qu'on n'a pas débloqué telle compétence ou acquis telle arme. Voilà. Bref, voilà, ce jeu, il est top, c'est aussi pour ça que j'en parle, hein. C'est parce que j'aime ce jeu, j'y ai joué en live, hein. Il y a des replays qui sont dispo d'ailleurs a priori. Et il est dispo sur Steam, mais pas seulement, il est également dispo sur Switch, sur PS5, et sur Xbox, en démat uniquement. Voilà, donc je vous mets dans la description le lien vers la version Steam, mais allez checker selon les consoles que vous avez, allez checker sur les différents réseaux, parce que à l'approche de Noël, il n'est pas impossible de penser qu'il va peut-être être en solde. Voilà, j'avais envie d'en parler, parce que pour une fois qu'on a un jeu qui permet vraiment d'apprendre des trucs en étant réellement un jeu, c'est pas juste un quiz déguisé sous forme de walking simulator, quoi. Et donc, il faut en profiter et lui donner de l'amour. Je compte sur vous. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour l'épisode. Alors, celui-là, les gens, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, que ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. À tel point que j'étais un peu persuadé d'avoir en fait déjà traité le sujet. C'est dire. Mais j'ai vérifié, et non. C'est un sujet où on a beaucoup tourné autour du pot, mais on n'a jamais mis vraiment les mains dedans, titre. Et aujourd'hui, on s'y colle. Aujourd'hui, un épisode à l'ancienne pour parler de la matière noire. Autant vous le dire tout de suite, cet épisode va être un poil frustrant. En effet, la matière noire, tout comme l'énergie noire d'ailleurs, on n'en est pas encore venu à bout. Comme ça, vous savez. Mais pour parler de ce sujet, il est essentiel de commencer par se rappeler 2 ou 3 trucs au sujet de notre compréhension de l'univers. Notamment ce qu'on sait, bien sûr, mais également depuis quand on le sait. Oui, parce qu'on a l'habitude ici, quand on parle d'optique ou d'électromagnétisme ou même de mécanique, on a l'habitude de s'appuyer sur des théories qui ont plusieurs siècles. Notre compréhension actuelle de l'univers n'a pas 100 ans. Voilà, point, c'est dit. Il y a 100 ans, on pensait qu'il n'existait qu'une seule galaxie dans l'univers. La nôtre. Il y a 100 ans. Je vous invite, pour plus de précision sur ce sujet, à mater les épisodes que j'ai faits sur le Big Bang et sur le trou noir. Je vous mets les liens dans la description. Ce sont les observations faites par Edwin Hubble en 1923 et 1924 qui mettent en évidence le fait que certaines nébuleuses sont en réalité beaucoup plus loin qu'on le pensait, mais également donc beaucoup plus grandes. Ce sont ces observations qui conduisent à la conclusion que ces nébuleuses sont en réalité des galaxies similaires à notre Voie lactée, mais juste méga putain de loin. Et cette découverte a été annoncée le 30 décembre 1924. Le 30 décembre 1924. Quand je dis que ça fait pas 100 ans, je me fous pas de votre gueule. Je rappelle, quand vous auriez la flemme d'aller mater les vidéos que je viens de vous inciter à aller voir, lien dans la description toujours, que ces conclusions n'auraient pas été possibles sans les calculs d'Henrietta Swan Leavitt. Parce qu'il n'y a pas que Hubble non plus. Vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents ont vécu dans un monde dans lequel l'expression « une autre galaxie » ça ne voulait juste rien dire. Bon, en même temps, ils étaient peut-être un peu occupés avec la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, tout ça, donc voilà, ils avaient peut-être autre chose à foutre que de compter les nébuleuses dans le ciel. Mais bon, après 1924, les astronomes, ils se sont tous
ultra épais, ils se sont chauffés pour aller regarder et étudier ce qui se passait dans le ciel. Puisque manifestement, l'espace qui nous entoure était devenu subitement beaucoup plus grand qu'on le pensait. Et parmi tous les astronomes qui vont s'y coller, et il y en a un paquet, il y en a un qui va tout particulièrement nous intéresser. Et attention, pas juste à cause de ses travaux, hein. Je veux dire, on est vraiment sur un gars qui est digne de cette chaîne. Parce qu'il ne s'agit pas d'un chercheur pépère. Hein. Le gars est folklorique. Et ce gars, c'est Fritz Zwicky. Et comme c'est super chiant à dire vite, Fritz Zwicky, j'ai décidé que j'allais l'appeler Freskiwi. Parce que pourquoi pas. Ouais, alors non, ouais, ça va bien là. Genre, ok, on va parler de lui, voilà. Il n'y a pas besoin non plus d'en faire des caisses, hein. On va pas en faire la preuve par vieux. Freskiwi est un astronome suisse qui a fait la totalité de sa carrière en Californie, genre de 1925 jusqu'à la fin des années 60. Ce qui veut dire que le gars est sur place quand Hubble arrive à voir plus loin que le bout de notre nez. Et Freskiwi est réputé, entre autres choses, pour son immense caractère de merde. Ouais, voilà, le mec, il gueule après ses étudiants, il gueule après ses assistants, il gueule après ses collègues. Bref, le mec gueule, voilà. Mais il n'est pas connu que pour ça, hein. Il est également connu pour être un grand découvreur de supernova. Mais c'est pas pour ça qu'on va parler de lui aujourd'hui. Allez, s'il te plaît, juste une ou deux histoires qu'on rigole. Bon, ok, très bien. Alors déjà, ses collègues de Mount Wilson, là où il y a le télescope, ses collègues, ils les baptisent les spherical bastards, les cons sphériques. Et j'adore cette expression. En fait, il les appelle les cons sphériques parce que, pour lui, quel que soit l'angle duquel on les regarde, ils sont toujours aussi cons. Ok. Un deuxième truc. Un jour, alors qu'il était en train d'observer, j'en sais rien, enfin il observait un truc au télescope, il y avait des nuages, et ça le faisait chier, donc il a demandé à son assistant de sortir et de tirer au pistolet ou au fusil, je sais pas, dans le ciel, pour essayer de perturber les nuages. Oui, il espérait que ça provoquerait suffisamment de turbulence pour dissiper les nuages. C'était peut-être un peu con lui aussi. Ah, ça a pas marché? Non mais ça va, je demande. Bon allez, on avance maintenant, merci. Et vous allez voir, en plus c'est marrant parce que tout est lié. En 1928, Paul Dirac déduit des travaux de Pauli une équation relativiste décrivant l'électron. Et pour que ça marche, il introduit un machin qu'il appelle le spin. Et cette équation, on l'appelle l'équation de Dirac. Et à partir de cette équation, Dirac va en déduire l'existence, précisément il va prédire l'existence, d'un machin qu'il appellera positron, un genre d'anti-électron. Bref, Dirac prédit l'existence de l'antimatière. Et à partir de là, figurez-vous que Freskiwi va se mettre à étudier l'antimatière. Précisément, il comprend bien que cette antimatière, si elle existe, eh ben elle s'annihile avec la matière, en libérant énormément d'énergie. Et il va chercher, avec les gars du Mont Palomar, du télescope du Mont Palomar, des traces de cette énergie dans l'univers. En 1933, après avoir étudié un amas de galaxies, on va en parler par la suite, ne vous inquiétez pas. En 1933, il prédit l'existence d'une matière invisible entre les galaxies. Je veux dire, ça fait pas 10 ans qu'on sait qu'il y a d'autres galaxies, hein. Voilà, donc il prédit l'existence d'une matière invisible entre les galaxies, et la communauté scientifique, globalement, n'en aura rien à branler. Alors, pour les comprendre, on parle d'un gars qui proposait de rendre Mars et Vénus habitables en modifiant leur orbite autour du Soleil. Il voulait également bombarder le Soleil avec des particules afin de dévier sa trajectoire dans la Voie lactée, hein, voilà. Ainsi que tout le système solaire avec, hein, bien sûr, afin de nous approcher progressivement d'Alpha du Centaure. L'idée étant qu'on puisse atteindre Alpha du Centaure en 2500 ans. Ah mais le mec est zinzin en fait. Oui. Même si en vrai, il y a un truc que j'aime bien avec Freskiwi, c'est ce qu'il appelle l'analyse morphologique. Alors c'est un machin qu'il a inventé pour booster un peu la créativité. C'est-à-dire que vous imaginez une boîte dans laquelle vous mettez deux mots ou deux notions, etc. Et vous essayez de résoudre le problème que ça pose. Par exemple, dans la boîte, il met soleil et puis il met voyage spatial. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de bombarder le soleil pour approcher Alpha du Centaure. Faire un voyage spatial en utilisant le soleil. Ouais, le mec fait monter le level de digression à un niveau qui fait rêver, quoi. Mais non, comme je l'ai dit, son histoire de matière invisible, c'est en 1933 et personne n'en a rien à carrer. Et il va falloir attendre la fin des années 60 pour que le sujet émerge à nouveau. Mais pour comprendre la nature de ce problème, il faut d'abord se poser la question, quel est le problème ?
En 1933, Fraisse-Kiwi avait étudié l'amas de galaxies Coma, qu'on appelle également amas de la chevelure de Bérénice. Oui, qu'on appelle également Abel 1656, ce qui j'imagine est beaucoup plus poétique. Et c'est donc un amas de galaxies. Un amas de galaxies, ça signifie qu'il y a plusieurs galaxies qui sont proches les unes des autres. Vous avez bien noté que j'ai mis « proche » entre guillemets, hein, pour ceux qui font qu'écouter les vidéos, je vous vois, hein, voilà. Proche. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'échelle des galaxies, la notion de proximité, elle se mange des bourre-pifs soir et matin. Il y a plus de 1000 galaxies qui sont identifiées dans cet amas, aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'en 1933, on en voyait autant, mais voilà. Et en étudiant cet amas, Fraisse-Kiwi s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Parce que en prenant en compte la masse des galaxies, ça ne suffit pas à justifier la gravitation qui maintient cohérent cet amas. Autrement dit, vu la masse de ces galaxies, normalement, elles n'auraient pas dû rester dans les positions où elles étaient. Elles auraient dû, certaines s'éloigner, d'autres se fondre. Enfin voilà, c'était pas censé rester comme ça restait. Mais la cohérence de cet amas, et de globalement tous les amas de galaxies, pouvait s'expliquer s'il y avait bien plus de matière que ce qu'on voyait et ce qu'on était capable de calculer. D'où son idée de matière invisible. En 1964 a lieu une conférence sur le sujet justement de cette masse manquante, parce que entre 1933 et 1964, il y a un truc qui a pris le pas sur les télescopes. Les radiotélescopes, qui n'étudient pas seulement la luminosité, la taille et la position des astres, mais également tout le rayonnement émis par ces astres. Notamment, il y a un astrophysicien qui s'appelle Morton Roberts qui étudie la galaxie d'Andromède depuis l'observatoire de Green Bank, en Virginie occidentale. Précisément, il étudie, et je cite, la raie à 21 cm émise par l'hydrogène neutre. Et ça va intéresser une astrophysicienne qui s'appelle Vera Rubin, née Vera Cooper, qui va spécifiquement étudier la rotation de la galaxie d'Andromède sur elle-même en observant l'arrêt H-alpha de l'hydrogène ionisé. Bon, vite fait, H-alpha. Bon, vous vous rappelez, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'épisode sur le spin, dans l'épisode sur Pauli, dans l'épisode sur Schrödinger, les liens dans la description. Un électron autour d'un noyau d'atome, il a un état quantique qui est défini par un nombre quantique qui est lui-même constitué de 4 nombres. Un nombre principal, un nombre orbital, un nombre magnétique, et le spin. 4. Et le nombre principal, n, c'est le numéro de la couche électronique sur laquelle se trouve l'électron. Il peut être sur la couche numéro 1, auquel cas n ça vaut 1, il peut être sur la couche numéro 3, auquel cas n ça vaut 3. Voilà, et un électron peut être bien sûr sur les couches 1, 2, 3, 4, etc., mais il peut pas être en 2,27 ou 1,48. Et ce qu'on a déjà dit dans l'épisode sur le spin, c'est que pour qu'un électron transite d'une couche électronique à une autre, c'est soit qu'il absorbe un photon, auquel cas il monte, il va par exemple de la couche numéro 1 à la numéro 2, ou de la numéro 2 à la numéro 4, par exemple, soit qu'il émet un photon, auquel cas il descend. Par exemple, de la couche numéro 5 à la couche numéro 4, ou de la couche numéro 4 à la couche numéro 3, etc. En gros, ce qu'on appelle H-alpha en astrophysique, c'est la raie d'émission de l'atome d'hydrogène lorsque l'électron passe de la couche n égale 3 à la couche n égale 2. Elle est située dans le spectre visible à 656,3 nanomètres, soit une raie bien rouge, qu'on voit à droite là sur l'image. Donc, Vera Rubin étudie la rotation de la galaxie d'Andromède sur elle-même en observant cette raie H-alpha, et elle constate un truc étonnant. Les étoiles qui sont en périphérie de la galaxie, donc celles qui sont le plus loin du cœur de la galaxie, oui, c'est ça que signifie périphérie, merci. Ces étoiles, elles se déplacent bien plus vite que ce qui est prévu par les lois de Newton. Et alors, juste petite précision, qu'on soit clair. Là, on est tout de même sur une échelle très macroscopique. On n'a à peu près rien qui se déplace à une vitesse proche de la lumière. Donc les lois de Newton, elles sont censées fonctionner. Roberts, de son côté, lui, il poursuit ses recherches en étudiant d'autres types de galaxies, et en 1973, il constate que la vitesse de rotation des galaxies, elle semble constante au-delà d'une certaine distance au cœur de la galaxie. En gros, avec la masse visible telle qu'on la comprend, on s'attend à ce que la vitesse de rotation des étoiles diminue à mesure qu'on s'éloigne du centre. Mais pourtant, ce qu'il constate, lui, c'est ça. Roberts appelle ce phénomène le Flat Rotation Curve, ou courbe de rotation plate. Et dans les années qui suivent, lui, Roberts, mais également Vera Rubin ou encore Albert Bossma, dans sa thèse en 1978, tout ce petit monde constate que c'est un phénomène qui est, globalement, courant pour tout type de galaxie. Voilà. Il n'y en a pas un qui est foutu de l'expliquer, mais déjà, tous le constatent. Sauf Vera Rubin, qui, elle, avec son équipe,
Ils vont conclure à l'existence en périphérie des galaxies d'immenses masses, des espèces de halos massifs dont la masse augmente avec la distance au cœur de la galaxie. Et ça va très clairement devenir le sujet de Vera Rubin. Hein, parce que depuis Fraise Kiwi, c'est la première qui va vraiment tenter de fournir une explication à ce phénomène. Problème déjà, cette masse, on la voit pas. Elle émet rien. C'est pour ça que on l'appelle matière noire ou matière sombre. Même si en vrai, ces deux noms sont cons. On devrait appeler ça matière invisible ou matière transparente. Idéalement transparente. Et Vera Rubin va réussir à intéresser la communauté scientifique à ce problème, là où Fraise Kiwi avait foiré, grâce à 3 trucs. Déjà, premier point, ces publications montrent très clairement et de façon indiscutable le phénomène de rotation plate. C'est indéniable. Deuxième point, elle a pris le temps d'aller observer le phénomène sur plein de types de galaxies différentes, pour montrer l'universalité du phénomène. Et enfin, troisième point, elle fait masse de conférences pour rendre compte auprès d'eux et convaincre la communauté scientifique. Juste vite fait un autre truc au sujet de Vera Rubin, parce qu'on en a fini avec elle sur cet épisode, mais j'ai quand même envie de vous raconter ce truc-là. En observant la galaxie NGC 4550, dans la constellation de la Vierge, mais on s'en tape, elle constate qu'une bonne moitié des étoiles tournent dans un sens, alors que l'autre moitié des étoiles tournent dans l'autre sens. Une partie dans le sens horaire vu depuis la Terre, et puis l'autre partie dans le sens anti-horaire vu depuis... Enfin, bref, en 1992, elle émet l'hypothèse que c'est parce que cette galaxie, NGC 4550, constellation de la Vierge, est en réalité le résultat de la fusion de 2 galaxies qui se sont rentrées dedans, qui ont donc fusionné, et dont une avait les étoiles qui tournaient dans un sens, avant le choc, et l'autre avait les étoiles qui tournaient dans l'autre sens. Alors, on va être clair, quand elle sort ça en 1992, on la regarde un peu de travers. Mais il est aujourd'hui communément admis que c'est ce phénomène qui cause le fait que dans une galaxie, les étoiles tournent pas dans le même sens. Oui, parce que, je le rappelle, hein, conservation du moment angulaire, tout ça, dans le système solaire, tout tourne dans le même sens autour du Soleil, le Soleil tourne sur lui-même, tout ça parce que avant, le système solaire, c'était un nuage de poussière et de gaz qui déjà tournait dans ce sens-là. Oui, donc, en d'autres termes, ça tourne parce que ça tourne. On en a déjà parlé de ça. Donc voilà, on se retrouve avec une mécanique newtonienne qui fonctionne à nouveau, pour peu que, et on est clair, c'est pas un petit pour peu qu'il existe dans chaque galaxie une masse très conséquente dont la distribution augmente à mesure qu'on s'éloigne du cœur de la galaxie. Masse dont on ne sait absolument pas ce qui la constitue, qui par ailleurs n'est pas visible, mais dont on sait qu'elle n'interagit pas avec la lumière, parce que sinon on la verrait. Et alors juste qu'on soit clair, hein, parce que je l'ai pas dit encore, on parle d'une masse qui peut facilement représenter 90% de la masse d'une galaxie. Juste, voilà. Ouais, donc allez pas vous imaginer que c'est une idée qui passe toute seule. Bah, parce que là, on est quand même en train de dire que l'écrasante majorité de la masse d'une galaxie est constituée de matière qui non seulement n'interagit pas avec la lumière, sinon on la verrait, ni même avec la matière. Classique qu'on connaît, la baryonique. Les atomes, tout ça. Pardon. Bah oui. Alors, juste 2 secondes, parce que là, ça va lever un paquet de sourcils. Oui, en effet, parce que là, si vous êtes réveillé devant votre écran, normalement, je viens de dire un truc qui devrait vous faire gueuler très fort. Attends, Bruce, tu dis que la matière noire n'interagit pas avec la lumière. Bon, ben ça, ok. Mais tu dis également qu'elle n'interagit pas avec la matière baryonique. On est d'accord, la matière baryonique, c'est ce qu'on appelle classiquement la matière, oui. Les protons, les neutrons, bref, les atomes, la matière, tout ça. Alors précisément, vous vous rappelez, on en a parlé dans le bestiaire des particules. Lien, description. Les baryons, c'est les particules qui sont composées de 3 quarks. Donc ouais, très clairement, les protons, les neutrons. Et alors pour être clair, ce qu'on appelle matière baryonique, c'est ça, mais plus implicitement les électrons. Même si les électrons sont pas des baryons, c'est des leptons, mais voilà. La matière baryonique, c'est les protons, les neutrons et les électrons. Ouais, c'est les atomes, quoi. Voilà. Donc tu nous dis que la matière noire n'interagit pas avec les atomes. Alors que la raison pour laquelle on a imaginé la matière noire, c'est parce qu'elle transforme le comportement des galaxies à cause de sa gravitation. Oui. Et eh ben, sans vouloir la ramener, il me semble que déformer une galaxie entière ou maintenir carrément des galaxies proches les unes des autres, eh ben, ça devrait compter comme une interaction avec la matière, non? Si? Pourquoi? Non, mais vas-y, putain, tu te fous de nous, là, non? Ah, mais ok, j'ai compris, d'accord.
C'est bon, vous pouvez fermer vos gueules maintenant. Attends, tu parles comme ça aux viewers? Non mais c'était pas des vrais viewers. Les vrais viewers, quand ils me parlent ou quand ils parlent de moi, ils utilisent le plus que parfait du subjonctif. J'ai déjà dit ça. Bref, en effet, il semble un peu compliqué d'annoncer que la matière sombre, la matière noire, n'interagit pas avec la matière classique, alors que c'est précisément cette interaction qui affecte le comportement des galaxies et qui a abouti à l'idée selon laquelle la matière noire existait. Mais le problème, c'est que si la matière noire interagissait avec la matière classique, ça fait longtemps qu'on l'aurait détectée. Or, ce n'est pas le cas. Et du coup, comment est-ce qu'on explique un truc pareil? Eh bien, vous allez voir qu'en réalité, c'est assez simple. Une particule de matière noire n'interagit que très peu avec la matière classique. En réalité, on s'attend à ce qu'une particule seule de matière noire, juste une particule de matière noire, se comporte avec la matière classique un peu comme les neutrinos. Et pour le coup, ça pose pas de problème, ça. Je veux dire, les neutrinos, on les connaît, on sait comment ils fonctionnent. Donc, l'existence d'une particule qui se comporterait comme un neutrino, ça nous choque pas plus que ça. Mais, si vous mettez ensemble beaucoup de ces particules de matière noire, mais genre beaucoup, sa grande tante, alors là, oui, cette masse de matière noire, elle interagit avec la matière classique. À l'échelle des galaxies. J'ajoute vite fait un petit truc ici, auquel on pense jamais. La gravitation, on connaît bien, on sait bien comment ça marche, et même depuis Einstein, on sait même pourquoi ça marche. Mais on n'a jamais observé l'interaction gravitationnelle au microscope. À l'échelle des particules, les autres interactions fondamentales sont beaucoup trop importantes par rapport à la gravitation pour qu'on puisse avoir la moindre chance de déceler une interaction gravitationnelle. Par exemple, vu de l'esprit, vous arrivez à mettre un proton à côté d'un électron, vous ne verrez que l'interaction électromagnétique. C'est-à-dire que vous n'avez aucune chance de percevoir la moindre interaction gravitationnelle entre les deux, parce que l'interaction électromagnétique est bien plus grande que l'interaction gravitationnelle, qui du coup est parfaitement négligeable. Pourtant, à l'échelle macroscopique, à l'échelle de notre planète, par exemple, si vous lâchez une bille, vous pouvez bel et bien l'observer tomber à cause de la gravitation et en respectant les lois de la mécanique newtonienne. Voilà, et donc à l'échelle des galaxies, si on a suffisamment de cette matière noire, alors là oui, on la voit interagir avec la matière classique. Ok, mais alors moi je vais avoir une autre question. Plutôt qu'imaginer qu'il existe une masse phénoménale, et là sans mauvais jeu de mots, je pèse mes mots, phénoménale de matière invisible, au sujet de laquelle on ne sait rien, mais qui justifie la masse manquante des galaxies, est-ce qu'il n'est pas simplement possible qu'on calcule mal la masse des galaxies? Oui, parce que c'est vrai que vite fait, cette histoire de matière noire, ça ressemble quand même vachement, sur le principe, à l'époque où on imaginait un éther luminifère dans lequel se propageait la lumière. C'était une énorme connerie. Et donc peut-être en effet qu'il existe une explication plus simple. Peut-être que dans les galaxies, il y a plein de machins qui sont soit trop petits, soit qui n'émettent pas grand-chose, etc., mais qui, mis bout à bout, font suffisamment de masse pour justifier ce dont on est en train de parler. Genre de la poussière, par exemple, ça a l'air de rien, la poussière, mais à l'échelle des galaxies, ça fait beaucoup, la poussière. Puis il y a également, je sais pas moi, les naines brunes, les étoiles à neutrons, les trous noirs. Enfin, ça peut vite peser lourd, tous ces machins. Donc, comment sait-on, puisque manifestement il y a un consensus là-dessus, comment sait-on qu'on calcule correctement la masse de ces galaxies? Ah bah, figurez-vous, justement, dans les années 30, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas trop prêté attention à Fresquiwi. S'il se pointe en disant « Oui, il devrait y avoir 400 fois plus d'étoiles dans cette galaxie, voilà. » Bon, on lui a dit « Oui, voilà », et puis on est passé à autre chose, voilà. En même temps, le mec se comportait comme un connard la plupart du temps, donc ça n'aide pas à quoi ça tient des fois, Petite pensée pour Champ Courtois. Et donc, comment sait-on que ce n'est pas ça, qu'on a bien calculé la masse des galaxies et que la matière noire, c'est pas juste de la matière classique qu'on n'a pas vue et dont on n'a pas tenu compte? Alors, la réponse simple, c'est le rayonnement des galaxies. Oui, parce que la communauté scientifique, c'est pas une bande de joyeux débiles. Vous pensez bien que c'est la première question qu'ils se sont posées. Le premier truc qu'ils ont cherché à valider, c'est « Attends, là, tu nous sors un truc imaginaire pour justifier une différence de masse. Est-ce qu'elle existe, cette différence de masse ?» Et donc, le rayonnement des galaxies, donc, les rayons X déjà. Dans les années 90, le satellite allemand Rosat, pour Röntgen Satellite,
En un mot, parce que sinon ça fait pas assez de consonnes par mot, Rosat étudie les sources de rayonnement X dans l'univers et il met en évidence l'existence de nuages immenses. Genre pas immense sa mère, genre immense ta grand-mère. Nuages immenses de gaz dans les amas de galaxies. Et alors, immense comment? Bah disons simplement que ces nuages contiennent 10 fois plus de matière classique que les galaxies de ces amas. Donc oui, immense. Et alors du coup, est-ce que ces nuages permettent d'expliquer à la fois la masse manquante et la cohérence des amas de galaxies? Alors, en réalité, non seulement pas, mais ces nuages sont de plus une preuve de l'existence de matière invisible. Parce que ces nuages de gaz sont à une température plutôt élevée, plusieurs millions de degrés, oui, c'est très élevé, oui. Et que à cette température-là, la force gravitationnelle seule ne justifie pas à empêcher le gaz de se dissiper. Ensuite, effectivement, on s'est intéressé à d'autres types d'astres, aussi bien sûr, qui n'émettent pas grand-chose, genre les naines brunes et les trous noirs, par exemple. Alors, je vous mets en lien dans la description des infos sur le sujet avec des acronymes tels que MACHO, EROS ou AGAP. Mais ce qu'on peut conclure, notamment avec le rayonnement infrarouge, c'est que, bah non, de tels astres ne suffisent pas à pouvoir se passer de la matière noire. Mais là, vous allez me dire, très bien, mais si la matière noire n'est pas constituée de matière baryonique, de quoi est-elle constitue-t-elle? Il y a quoi dedans? Alors, un candidat intéressant, on en a déjà parlé, bah c'est évidemment le neutrino. Oui, parce que le neutrino, outre le fait qu'il interagit vraiment très peu avec quoi que ce soit, avec la lumière, la matière, tout ça, je veux dire, le neutrino, on le connaît, on sait qu'il existe, donc c'est pratique, il est là, déjà. Hein? Et alors, s'il est déjà là, bah peut-être qu'il peut nous permettre de résoudre ce mystère sans avoir besoin de faire appel à de nouvelles particules exotiques qu'on connaît pas et dont on sait rien. Hein? Bah oui, parce que le neutrino, ok, sa masse est super faible. Mais si on a suffisamment, ça peut faire le job, non? Non. Les expériences menées sur les neutrinos au Super Kamiokande ont montré que la masse du neutrino est résolument trop faible. Dans le meilleur des cas, j'insiste, dans le meilleur des cas, les neutrinos pourraient constituer 18% de la masse de l'univers. Dans le meilleur des cas. Notons toutefois, et je ne vais pas détailler, qu'il existe l'hypothèse d'un type de neutrino dit neutrino stérile, qui pourrait être bien plus lourd que le neutrino standard. Tout ça pour dire qu'on n'a pas tout à fait exclu le neutrino. Voilà. Mais très clairement aujourd'hui, le gros candidat actuel, celui dans lequel on croit, c'est celui qu'on appelle le WIMP. Alors c'est marrant parce que cet acronyme, il veut dire quelque chose en anglais. Voilà. WIMP en anglais, ça veut dire mauviette. Weakly Interacting Massive Particles, soit les particules massives interagissant faiblement avec la matière. J'adore quand ils font ça. C'est-à-dire que les gars, ils cherchent des particules lourdes qui interagissent faiblement avec la matière, et ils se disent « Ok, je sais qui fait ça. » Ah bon, qui? Ce sont les particules lourdes qui interagissent faiblement avec la matière. Non, vraiment, GG, les gars. Bravo à vous. Oui, mais ces particules, quelles sont-elles? Eh ben, ce sont des particules qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je dis GG. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on étend le modèle standard en ajoutant des particules, sans savoir si elles existent ou pas. Genre là-dedans, il y a le neutralino. Voilà, mais avant de parler de neutralino, ce serait bien qu'on parle 2 secondes de supersymétrie, parce que c'est la première fois quand même. Alors juste 2 secondes. Oui, puis là, pour le coup, c'est essentiel en plus. L'idée est relativement simple, vous allez voir. Dans le modèle standard actuel, la matière est constituée de ce qu'on appelle les fermions, tandis que les interactions sont véhiculées par ce qu'on appelle les bosons. Les fermions, c'est par exemple les quarks, donc les protons, les neutrons, les électrons, alors que les bosons, c'est par exemple le photon, le gluon. Les fermions, c'est les 3 premières colonnes du modèle standard, et les bosons, c'est la 4e colonne. Voilà, comme ça vous visualisez. Ok. La théorie dite de supersymétrie repose sur l'idée selon laquelle il existe une symétrie entre d'une part les fermions, qui ont un spin demi-entier, et les bosons, qui ont un spin entier. En d'autres termes, la supersymétrie dit que chaque fermion a un super partenaire fermion, et pareil pour les bosons. Pourquoi? D'où sort cette théorie? On s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut noter en revanche, c'est que la supersymétrie est un modèle théorique qui résout un paquet de problèmes de la physique des particules, liés en grande partie à l'existence même du boson de Higgs. Ce qui est une des raisons pour lesquelles le boson de Higgs est sur sa propre colonne. C'est un boson, mais il n'est pas sur la 4e colonne.
Il est sur sa propre colonne. Et juste qu'on soit clair, la supersymétrie, à l'heure actuelle, on n'est absolument pas sûr que ça marche. Et donc, la supersymétrie double le nombre de particules parmi les fermions et les bosons. Le photon se retrouve affublé de son super partenaire, le photino, le graviton, le gravitino, etc. Et parmi ces particules, la présumée plus légère est appelée LSP, pour Lightest Supersymmetric Particle. Littéralement, particule supersymétrique la plus légère. Ils se sont pas fait chier. LSP qui est censée être, si elle existe, neutre à la fois de couleur et électriquement. La couleur, si jamais, on en a parlé dans le bestiaire des particules. Ce qui fait que cette particule LSP, si elle existe, non seulement elle interagit que très faiblement avec quoi que ce soit, mais en plus elle est stable. C'est-à-dire qu'elle se désintégrera pas en un truc plus petit. Et en général, cette particule, c'est le neutralino. C'est une particule qui est composée de photino, de zino, c'est le super partenaire du boson Z0, ou de xino, le super partenaire du boson de Higgs. Bref, vous l'avez compris, cette particule, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si ceux qui la constituent existent, on ne sait pas si elle-même existe, mais si elle existe, c'est vraisemblablement la particule la plus abondante de l'univers, qui en constitue l'essentiel de la masse. Alors, inutile de vous dire qu'au sein de la communauté scientifique, ils sont nombreux à œuvrer pour essayer de découvrir cette particule. Et pour l'instant, well, rien. Nada. Alors, il y a des expériences dans l'espace, donc le laboratoire Pamela qui est embarqué sur le satellite Resource et le laboratoire AMS qui est embarqué dans l'ISS, mais également sous la glace au pôle sud, Amanda et Ice Cube, sous l'eau, Antares, ou même simplement des laboratoires souterrains, type Edelweiss ou Pico. Et pour l'instant, well, rien. Nada. Si je devais résumer la chose, je le dirais ainsi. La matière classique, celle qu'on connaît, elle explique à peu près 5% de la densité d'énergie de l'univers. Précisément, d'après les données du satellite Planck, 4,9%. Et cette valeur peut varier un peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, quand on regarde l'énergie totale de l'univers, et je rappelle l'équivalence entre énergie et matière, eh ben la masse qu'on connaît, qu'on observe, c'est grosso modo 5% de la masse énergie de l'univers. La matière noire, si toutefois elle existe, on estime qu'elle représente environ 27% de la densité d'énergie de l'univers. 26,8% d'après le satellite Planck. Ce qui signifie que même si on ajoute à la matière qu'on connaît celle qu'on ne connaît tellement pas qu'on ne sait même pas si elle existe, on arrive à quelque chose comme 31 ou 32% de l'univers. Et là, vous allez me dire, il en manque. Et pas qu'un peu, en effet. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Parce que cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, surtout, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, notamment l'épisode sur l'énergie noire. Parce que très clairement, le truc qui manque, c'est l'énergie noire. Donc il y aura un épisode sur l'énergie noire. Soyez pas cons. Ne soyez pas des cons sphériques. Non, ta gueule. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bien sûr, vous pouvez installer Exographer, y jouer, le platiner, tout ça. Et ensuite, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser. Il a dit la phrase! Oh, il a dit la phrase! J'y crois pas, il a dit la phrase! Ouais.